Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Merci d'être restés avec nous et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Tout d'abord, bonjour. J'ai l'honneur d'ouvrir ce webinaire organisé par l'Alliance solaire internationale en partenariat avec l'Agence internationale des énergies renouvelables et l'ONG Scale. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de capacité STARSI, développé par l'Alliance solaire internationale et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel, qui vise à soutenir les pays membres pour accélérer le déploiement de l'énergie solaire dans le monde. Alors, laissez-moi vous présenter l'Alliance solaire internationale. C'est une organisation internationale composée de 69 États membres. Nous travaillons avec les gouvernements à l'amélioration de l'accès et de la sécurité énergétique dans le monde et promouvons l'énergie solaire comme un moyen durable de faire la transition vers un futur neutre en carbone. Dans ce cadre, nous accordons bien entendu une grande importance à notre partenariat avec l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables, pour soutenir le déploiement de l'énergie solaire dans le monde et permettre la concrétisation de l'accès universel à l'énergie d'ici 2030. Notre mission est de débloquer un trillion, donc c'est relativement énorme, de dollars d'investissement dans le solaire d'ici 2030, tout en réduisant les coûts de la technologie du financement. Les Open Solar Contracts sont donc un mécanisme innovant pour atteindre cet objectif ambitieux et vous allez en savoir plus d'ici quelques minutes. L'Alliance fait la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, du transport ou encore de la production d'énergie. Nos pays membres initient les changements en adoptant des politiques et des réglementations, en partageant des bonnes pratiques, en acceptant des normes communes et en mobilisant des financements, tout en facilitant du coup l'adoption de l'énergie solaire. Depuis 3 ans, nous avons identifié et développé de nouveaux projets solaires, accompagné des gouvernements à faire en sorte que leurs réglementations et politiques facilitent le développement du solaire, agrégé la demande de plusieurs pays pour certaines technologies solaires telles que les pompes solaires afin d'en réduire les coûts, améliorer l'accès au financement en réduisant les risques et en rendant le secteur plus attractif pour l'investissement privé, et augmenter l'accès aux formations, aux données et aussi tenter de modifier la perception du secteur pour les ingénieurs et les décideurs politiques. Comme vous allez l'entendre aujourd'hui, les Open Solar Contracts sont le résultat vraiment d'un effort d'harmonisation et d'uniformisation de tout ce qui va permettre l'élaboration d'un projet solaire. Ces outils innovants deviennent aujourd'hui de plus en plus importants à mesure que nous nous rapprochons de l'échéance de 2030 pour atteindre l'accès universel à l'énergie. Sans plus attendre, j'aimerais passer la parole à Monsieur Jeff Vincent, qui est le responsable du programme Financement des énergies renouvelables et qui va vous présenter l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables. Jeff, c'est à toi. Merci Cécile. Mesdames, Messieurs, vous connaissez probablement l'IRENA d'abord comme une organisation qui produit des rapports, qui rassemble toutes les informations possibles sur les technologies, sur l'utilisation d'énergie renouvelable, sur les rassemble des statistiques sur les capacités, sur la manière dont l'énergie renouvelable peut créer des jobs, etc. Et c'est une partie importante de notre travail. À part ça, un peu comme ISA le fait, nous aidons les gouvernements d'un côté à adopter des objectifs d'énergie renouvelable qui sont plus ambitieux et nous les aidons à développer des politiques de régulation, une administration qui permet d'attirer plus d'investissements et à des conditions plus favorables. Mais finalement aussi, et ça devient de plus en plus important, nous aidons sur le terrain à attirer des investissements en aidant des projets à trouver l'argent, à trouver le support dont ils ont besoin pour boucler leur financement. Nous faisons ça en close coopération avec UNDP, un département des Nations Unies, avec SE4All, avec Green Climate Fund, et nous aidons des projets spécifiques
à développer leur documentation de manière à ce qu'elle contienne le contenu et que la documentation soit dans le format dont des bailleurs des fonds, des investisseurs ont besoin. Nous avons créé une base de données qui essaie de rassembler toutes les sources de réduction de risque, d'assurance, de garantie crédit, d'assurance de risque politique. Et Open Solar Contracts, que Jean-Pascal va vous présenter dans un moment, en fait cadre dans 2 des 3 fonctions. D'un côté, nous voulons aider les gouvernements qui n'ont pas encore de contrat standard de PPA, par exemple, nous voulons leur offrir un modèle qui est équilibré et qui permettra d'attirer des projets. D'un autre côté, les contrats que Jean-Pascal va vous présenter sont aussi de plus en plus utilisés comme base de référence dans des négociations entre le projet, le banquier, le contracteur EPC, etc. Donc, je crois que c'est un outil formidable que nous allons continuer à développer, d'abord en traduisant en français, et deuxièmement aussi en utilisant ça comme base pour développer des contrats similaires pour l'éolien et pour l'off-grid. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce moment-là. À la fin de la présentation, vous allez trouver une adresse email que vous pouvez utiliser si vous avez des questions, pas seulement sur Open Solar Contracts, mais sur tout ce que je viens de vous expliquer. Un grand merci et Cécile, à toi. Merci beaucoup, Jeff. Du coup, j'aimerais à présent vous présenter notre formateur, Monsieur Jean-Pascal Famba, qui est le cofondateur et directeur de Scale, qui est une nouvelle ONG dédiée aux transitions durables. Il a coécrit les Open Solar Contracts avec l'IRENA. Alors, en termes de logistique, nous vous invitons à poser vos questions par écrit au fur et à mesure de la présentation. Vous avez un petit onglet pour poser vos questions, n'hésitez pas à le faire. Jean-Pascal Famba ou nous-mêmes ou Jeff Vincent se feront un plaisir d'y répondre. Je vous remercie et du coup, je passe la main à Jean-Pascal. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Jeff. Bonjour, je suis Jean-Pascal Famba, je suis donc le directeur de Scale, qui est une nouvelle organisation non gouvernementale qui cherche à rendre abordable ce qui est durable, puisque nous sommes convaincus que les transitions ne se feront pas seulement parce que les solutions qui sont présentées sont plus vertes, mais aussi parce qu'elles sont moins chères et qu'il est extrêmement important dans un contexte comme le nôtre d'accélérer cette transition en accélérant en réalité la baisse des coûts des solutions durables. Sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est de commencer ce webinaire. Next slide, please. Voilà. Alors, le point de départ, la situation, c'est une situation qui est une situation, j'allais dire, bien connue, déjà vue, tellement entendue, où nous avons le ministère de l'Énergie qui nous dit « nous voulons plus d'énergie pour notre pays », le ministère de l'Environnement qui, à fort juste titre, dit qu'elle veut que cette énergie soit durable, le ministre des Finances, évidemment, veut que ce soit le moins cher possible et si possible, pas sur son budget, et bien entendu, le Premier ministre qui veut que tout cela soit fait avant les prochaines élections et que la population ait accès très rapidement à une énergie durable et abordable. Et c'est fort légitime. Alors, le problème du solaire connecté au réseau comme du solaire de manière générale peut être décrit comme le fait que dans un contexte où précisément le ministère des Finances ne veut pas que ce soit sur son budget et donc que ce soit financé par des tiers, le problème tient au fait que nous sommes dans des situations de cadre contractuel très complexes qui sont hérités en fait de la tradition industrielle des grands projets qui a existé au cours et qui continue d'exister, qui a existé au cours du XXe siècle et qui continue d'exister aujourd'hui.
Et cette façon de faire, en fait, est à peu près la même, quelle que soit la taille des projets. Alors, évidemment, quand vous avez des très grands projets, c'est pas tellement un problème puisque les coûts de transaction, en fait, sont dilués dans l'immensité du projet, mais avec les projets solaires qui sont des projets de taille plus modeste et plus dispersés dans le territoire, ces projets, ces coûts sont difficilement absorbables, les délais sont difficilement acceptables qui en résultent, et évidemment les petits projets souffrent. En outre, le solaire est une industrie relativement nouvelle et les acteurs qui s'en sont emparés n'ont pas toujours les bonnes pratiques, ce qui conduit à un phénomène qui est extrêmement préjudiciable, qui est une allocation des risques non efficiente. Allocation des risques qui va pousser dans un jeu de rapports de force contractuelle, de rapports de force de négociation, les risques non pas à la personne qui est la plus à même de les gérer, mais à celle qui est en position de négociation la plus faible, ce qui peut aboutir, ce qui aboutit très souvent à des décisions d'investissement binaires, c'est-à-dire financer ou pas financer. Et quand bien même cette décision serait positive, avec un coût du capital plus élevé qui va avoir un impact très important, on va le voir. Si des documentations contractuelles qui se négocient au fil du développement du projet peuvent s'avérer non bancables, et ce qui conduit à l'échec du projet à un stade du financement, alors même que le projet est déjà développé et qu'il pourrait être déjà construit. Enfin, il faut aussi noter que dans un marché qui est en réalité extrêmement grand, extrêmement diffus, les meilleures pratiques et les solutions juridiques efficaces pour le solaire qui existent et qu'on connaît, ne sont généralement pas largement diffusées, ce qui peut avoir pour conséquence des documentations juridiques complètement ad hoc et non reproductibles et qui doivent être renégociées à chaque fois. Et c'est précisément cela que les Open Solar Contracts cherchent à résoudre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans la question du caractère abordable de l'électricité solaire, on utilise souvent le terme anglais de affordability. Alors évidemment, le terme français abordabilité est extrêmement laid, donc je me permettrai, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, d'utiliser de temps en temps le terme affordability, mais je vous prie de pardonner cet anglicisme. Tout compte. Alors, on a dans les dernières années connu une réduction forte des coûts de l'électricité solaire pour essentiellement, enfin, les deux raisons les principales qui ont été données étaient à la fois la réduction des équipements, et en particulier des panneaux solaires, et l'effet, comme l'IRENA l'a d'ailleurs très bien montré, l'effet des appels d'offres et des mises en concurrence. Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas tout. Et les schémas, les graphiques qui vous sont présentés ici montrent qu'en réalité, tout compte. Ces deux graphiques comparent la structure de coût d'un projet à Abu Dhabi et d'un projet en Inde. Et vous voyez que sur à peu près tous les segments, les coûts indiens ont été relativement plus élevés. L'une des raisons, et donc ça veut dire qu'il faut agir sur beaucoup de choses, mais en particulier sur une chose, c'est le coût du financement. Et si on mettait en fait les conditions de financement du projet d'Abu Dhabi sur le projet indien, eh bien vous auriez rien que par cela une réduction de l'ordre de 30%, de 36% du coût de l'électricité, donc moins un tiers du coût qui est uniquement lié à une structuration financière efficace. Et c'est ça, en fait, que les Open Solar Contracts vont aider à faire ça. Ça ne fait pas tout, mais c'est cela que cela va permettre. Alors, ensuite, next slide, please. Alors, pourquoi c'est si difficile?
En réalité, il faut à ce moment-là bien comprendre ce qu'un projet solaire est dans un contexte de financement de projet. C'est une interaction extrêmement complexe entre une très grande diversité d'acteurs et avec un acteur principal qu'on appelle l'IPP, l'Independent Power Producer, le producteur d'électricité indépendant, que vous trouvez au centre de ce schéma, ou personnalisé par le petit personnage qui est là, et qui va devoir en fait gérer l'ensemble de ces interactions. Donc vous en avez de quatre natures, celles qui sont liées à ce qu'on appelle généralement au territoire, c'est-à-dire représentées par le gouvernement, mais qui vont jusqu'à la société civile des territoires concernés. Il y a évidemment le client, c'est-à-dire tout ce qui va concerner l'achat de l'électricité et l'acheminement de cette électricité vers le client. Vous avez la technologie qui va être tout ce qui concerne les outils de production de l'électricité solaire et le financement, qui est évidemment tout ce qui va permettre de financer la technologie qui permet au territoire de servir un client. Voilà. Donc c'est un ensemble d'interactions extrêmement complexes. Toutes ne relèvent pas d'ailleurs du champ contractuel. Les permis de construire qui sont dans le territoire ne relèvent pas directement du champ contractuel, mais dans le cadre des accords de mise en œuvre, on le verra, peuvent être aidés par le gouvernement qui peut faciliter les processus administratifs. Alors, il y a un deuxième point qu'il faut également souligner, c'est que dans les marchés émergents et en développement, il y a un autre souci qui est celui de l'absence de données ou l'absence d'historique ou d'historique pertinent. Parce que parfois il y a des données, mais elles ne sont pas nécessairement pertinentes dans un contexte qui est en train d'évoluer fondamentalement, et qui aboutit au fait que les différents acteurs vont avoir une analyse faussée ou très subjective, à la fois du risque, de sa fréquence et de sa gravité, et donc va aborder les choses avec une surestimation du risque et donc une surestimation des coûts ou des marges qui doivent être prises pour pouvoir assumer ces risques, ou les assurer d'ailleurs. Et par conséquent, et c'est d'autant plus vrai que les risques sont mal alloués aux parties qui sont concernées et qui ne sont pas capables de les gérer. Au niveau microéconomique, pour chaque projet, il va falloir organiser ces arrangements, ces contrats, ces interactions et ces relations entre l'ensemble des parties et de gérer les risques de chacun. Alors, un élément qui est très important, c'est que le risque dont on parle et qui va être central dans la question des Open Solar Contracts, le risque est une notion extrêmement subjective en réalité. Il s'agit de comparer ou de mesurer la probabilité de l'aboutissement ou de l'atteinte d'un objectif d'une personne en particulier. Et dans un système où il y a énormément de personnes qui interagissent, évidemment, chacun va avoir midi à sa porte et va gérer son propre risque. Et c'est pour ça qu'il est très important dès l'origine du projet, et c'est pour ça que le rôle du gouvernement ici est absolument indispensable, c'est qu'il faut dès l'origine clarifier finalement pour l'ensemble des parties prenantes quels sont leurs objectifs, quels sont leurs risques, et comment on les alloue de la manière la plus intelligente possible pour faire en sorte que les marges soient réduites et que les coûts, en conséquence, baissent et que le coût de l'électricité solaire se réduise. Next slide, please. Alors, que peut-on faire dans une situation qui est aussi complexe? Et c'est la démarche qui a été celle des Open Solar Contracts, de l'IRENA et de Terawatt Initiative dès 2016, puisque c'est en 2016 que l'initiative a été lancée. Et partant de constats de cadres contractuels trop complexes, de transactions trop coûteuses et trop longues, d'allocation des risques sous-optimales et de documentation contractuelle non bancable, qui est un constat que l'on fait très régulièrement et en particulier dans les pays en développement et pays émergents, on a voulu proposer une documentation contractuelle harmonisée et simplifiée qui permette une réduction des coûts et des délais de transaction, une allocation des risques équilibrée
et un accès simplifié au financement. Alors, ces contrats, ces Open Solar Contracts, ils aideront d'abord les gouvernements. Ils aideront d'abord les gouvernements à mieux structurer leurs demandes, à obtenir des meilleures conditions financières pour la fourniture d'énergie solaire. Mais ils vont aussi aider les développeurs à structurer leurs relations contractuelles avec les principaux acteurs de la fourniture du système photovoltaïque, de son montage, de son exploitation et sa maintenance, ainsi que de son financement. Avec son développement, il est devenu évident que l'industrie solaire n'est pas comparable avec celle des autres grands projets du siècle dernier. Les projets solaires sont plus petits, plus dispersés. Il s'agit aussi principalement d'équipements fabriqués industriellement, beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Et donc, il faut tirer de cette simplicité, de cette dimension, de cette taille, de ce caractère industrialisé, manufacturé des produits dont on parle, il faut en tirer les conséquences et les bénéfices, et en tirer les bénéfices en adaptant en fait les structures contractuelles. Et c'est aussi vrai d'ailleurs du profil financier. Un parc solaire n'a absolument pas le même profil financier qu'une installation qui utilise des combustibles fossiles. Sa structure de coût est très différente. Les investissements sont faits essentiellement au tout début. Il n'y a pas de coût de carburant et donc l'investissement étant fait au début, l'impact du coût du financement a sur le coût du projet en fait un impact beaucoup plus important puisqu'on va compter les intérêts de la totalité dès le début. Enfin, la reproductibilité, le caractère industriel de ces projets, leur reproductibilité en fait opérationnelle, devrait pouvoir nous permettre de tirer des conséquences sur la reproductibilité des transactions. Parce que finalement, quelle est la différence entre un parc de 100 MW au Cameroun et un parc de 100 MW au Danemark d'un point de vue matériel? En fait, c'est à peu près la même chose. Alors, il y a des petites variantes compte tenu de la différence de climat, mais pour l'ensemble, c'est quand même franchement la même chose. Et au fond, pourquoi n'en serait-il pas de même en matière contractuelle? Next slide, please. Alors, donc, ce que les Open Solar Contracts se proposent de faire, c'est d'avoir une approche intégrée. C'est-à-dire, à partir du moment où nous allons devoir travailler sur un ensemble de relations et que cet ensemble de relations va être examiné à la fin dans le cadre du financement, et que très souvent, malheureusement, on est obligé de tout refaire à la fin, pourquoi ne pas faire bien dès le début et de proposer à tout le monde un cadre qui soit juste. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons créer un ensemble qui est intégré, c'est-à-dire que chacun des contrats est à la fois intégré dans sa forme, et ça vous pouvez le voir en téléchargeant les contrats, ils sont tous sur la même forme, ils ont tous les mêmes définitions, ils ont tous la même structure. Et ils sont également intégrés dans l'allocation des risques, puisque chacun alloue, c'est l'ensemble qui alloue les risques de la manière la plus efficace aux parties qui sont les mieux à même de les gérer. Et ça, c'est fait de manière simple, c'est fait de manière équitable, c'est fait de manière innovante également, puisque vous verrez, et on verra ensemble, qu'un certain nombre de partis pris, de substances, de partis pris sur le fond, ont été faits pour réduire les coûts, et ça a été fait de manière collaborative entre acteurs du public, du privé, des experts et des praticiens. Next slide, please. Alors, comme on le voit, en fait, chacun de ces contrats va gérer finalement chaque grand secteur d'activité. Alors, évidemment, il y a le premier et le plus important, puisque finalement c'est pour les territoires que tout cela est fait, un rapport premier qui est celui de l'IPP avec le gouvernement, et c'est le contrat de mise en œuvre ou Implementation Agreement
en anglais, qui va régir, en fait, qui va permettre de donner, qui va permettre au gouvernement de mettre en œuvre sa politique publique, donner un client à l'IPP et de permettre de gérer un certain nombre de situations et de relations, notamment sur la réglementation et les permis, mais également sur les terrains, sur les infrastructures d'accès, sur les communautés territoriales, ces collectivités territoriales, pardon, et évidemment la société civile, que le gouvernement connaît bien mieux que l'IPP. De son côté, donc l'un des éléments les plus importants qui va être donné par le gouvernement, c'est un client. Et le client, c'est donc le fameux PPA, Power Purchase Agreement, ou contrat d'achat d'électricité, que l'on retrouve dans la partie basse. Mais une fois que cet acheteur est donné, encore faut-il que l'électricité soit produite et que le matériel pour produire cette électricité soit financé, et donc il appartient à ce moment-là de gérer les contrats de fourniture, d'installation et de l'exploitation de la technologie et les contrats de financement de la dite technologie. Voilà. Next slide, please. Alors, très concrètement, cela va aboutir à une structure contractuelle qui est présentée ici, avec un contrat entre le gouvernement et l'IPP, qui est l'Implementation Agreement, le contrat entre l'IPP et l'acheteur, qui sera le PPA, le contrat entre le fournisseur et l'IPP, qui sera le contrat de fourniture, le contrat d'installation, le contrat d'exploitation maintenance pour la technologie, puis ensuite la term sheet de financement avec le prêteur. Un certain nombre d'autres contrats, en fait, qui sont aussi nécessaires dans ce système, ne sont pas encore standardisés. D'ailleurs, ils sont difficilement. On pense en particulier au contrat, alors côté acheteur, le contrat de connexion au réseau, qui va être vraiment très spécifique à chaque réseau. Sur les contrats liés à la technologie, ce sont tous les contrats de sous-traitance ou les contrats d'approvisionnement en équipement, qui sont là aussi relativement spécifiques et un peu loin du champ immédiat de cela, mais qui vont devoir tenir compte des contrats standardisés aussi. Et évidemment, côté financement, il y a au-delà du prêteur, d'abord, souvent un investisseur en capital. Là aussi, c'est des structures extrêmement particulières. Et puis, évidemment, il y a tout un écosystème derrière le prêteur qui n'est pas ici représenté. Un point important, on le verra, c'est que le contrat d'achat d'électricité repose aussi sur le fait qu'il y ait une garantie de paiement. Cette garantie n'est pas standardisée. Elle pourra l'être à terme, à condition d'avoir un garant qui soit lui-même un garant unique. Next slide, please. Alors, commençons par d'abord les contrats entre la partie dite publique, B2G, Business to Government, et l'objectif des Open Solar Contracts est bien de rendre le pouvoir à la demande. La demande, c'est les territoires, c'est les gens. C'est les gens qui ont besoin d'électricité, qui vont devoir se fournir en électricité. Et dans le monde de l'énergie, en fait, pendant très longtemps, la demande a été relativement négligée. On était dans un marché de fournisseurs. Et là, les Open Solar Contracts viennent précisément redonner à la demande son pouvoir. Alors, et ce pouvoir, ça commence au niveau du gouvernement par ce qu'on appelle l'accord de mise en œuvre. Alors souvent, l'accord de mise en œuvre est présenté comme un accessoire du contrat d'achat d'électricité. Dans les Open Solar Contracts, c'est l'inverse. Et on repart bien d'un contrat source qui est celui du gouvernement et qui va à la fois choisir un IPP pour pouvoir mettre en œuvre sa politique,
et qui va pouvoir, par cet accord de mise en œuvre, en fait, cadrer sa politique. Next slide, please. Alors, ce qui est important de comprendre avec le contrat d'implémentation, c'est un contrat qui doit créer un véritable partenariat. Alors, on n'est pas exactement dans la figure de style du partenariat public-privé qui est bien connu en droit anglais ou en droit français. C'est plus simple, mais néanmoins, on retrouve en fait ces champs d'obligation où le gouvernement est responsable des questions territoriales et des questions du client. Donc, il y a évidemment d'un côté la concession, et il est concédé un client, un acheteur à l'IPP, et par ailleurs la gestion d'un certain nombre de sujets de territoire, notamment les permis, éventuellement l'accès au terrain et la gestion d'un certain nombre de sujets de société civile et de collectivités territoriales. À l'inverse, et c'est précisément la raison pour laquelle on crée un partenariat, et bien il s'agit pour le partenaire, le développeur, lui, d'optimiser la question des technologies et la question du financement, que le gouvernement ne veut pas, ou a choisi en l'occurrence, de ne pas traiter lui-même. Et donc, il est très important, comme en plus il y a évidemment des interactions entre chacun de ces sujets, il est très important que le contrat de partenariat, que le contrat de mise en œuvre délimite très clairement et en fonction du cadre réglementaire existant dans le pays, les rôles et les missions de l'un, de l'autre, mais surtout dans un esprit, dans une intention très forte qu'il convient de rappeler systématiquement, qui est celle de la réduction du coût de l'électricité solaire au bénéfice des populations et des entreprises du pays. Et c'est par le fait que ce partenariat sera fort, que ce partenariat sera bien structuré, que en particulier les risques seront bien répartis, que cela pourra fonctionner correctement. Next slide, please. Alors, deux remarques sur l'accord d'implémentation. La première, c'est celle-ci. En réalité, on entend souvent dire que les infrastructures en général, et le solaire en particulier, se développent mal dans un certain nombre de pays à défaut d'un environnement favorable. Enabling environment. C'est quelque chose qui est extrêmement récurrent dans le discours, en particulier des banques de développement. Et à un certain moment, il a même été envisagé de dire mais pourquoi ne pas créer des cadres réglementaires normés que les gouvernements pourraient mettre en place, et on va les aider à le faire, voire le faire à un niveau international, ce qui sur le fond n'est pas forcément une mauvaise idée, mais ce qui est extrêmement en fait compliqué et lourd d'un point de vue politique à mettre en œuvre. Et donc l'accord de mise en œuvre, l'Implementation Agreement, en fait, a pour objet de faire à peu près la même chose, sauf qu'il ne le fait pas d'une manière réglementaire, il le fait d'une manière contractuelle. Et l'une des idées qui est sous-jacente aux Open Solar Contracts est précisément de se dire que si un ou plusieurs États venaient à adopter une forme d'implementation agreement qui soit commune et qu'ils prennent l'habitude, sans forcément d'ailleurs s'y engager formellement, mais qu'ils prennent l'habitude de l'utiliser systématiquement, en réalité c'est un moyen extrêmement facile et extrêmement peu coûteux de mettre en place un enabling environment, beaucoup moins coûteux en tout cas, qu'un cadre réglementaire, j'allais dire traditionnel, avec pas tout à fait la même force, mais si ça devient effectivement un usage, une habitude, et que ces contrats sont utilisés de manière standardisée et systématique, à ce moment-là, on a la création en fait de bonnes pratiques qui seront internationalement reconnues et appréciées des financiers en particulier.
Alors ça, c'était la première remarque. Next slide, please. La deuxième remarque, c'est que le mécanisme, enfin le système fondamental de responsabilité et de partage de responsabilité entre le public et le privé se trouve en fait dans ce contrat. Et il faut regarder comment ce partage de responsabilité se fait et plus exactement quelle est la responsabilité gouvernementale qui en résulte. Parce que ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Et même de fondamental si on regarde ça par le prisme des règles du FMI sur l'endettement des États. Alors, évidemment, dans l'hypothèse qui est celle des Open Solar Contracts, le gouvernement va concéder en fait un client qui sera probablement l'utilité, la compagnie d'électricité locale, mais pas forcément d'ailleurs, ça peut être aussi un acteur différent, mais va concéder un client à l'IPP, et ce client en fait c'est le paiement par ce client de l'électricité fournie qui va permettre à l'IPP de payer la dette. Alors, évidemment, tout défaut de paiement du client va entraîner des conséquences sur l'IPP, jusque et y compris le défaut de paiement de la dette, ce qui là a des conséquences extrêmement graves. Et donc, la première chose, la chose la plus essentielle, c'est de faire en sorte que le client ne soit jamais en défaut. Alors, il y a plein de façons de le faire. Mais les Open Solar Contracts ont choisi une modalité qui est celle de ce qu'on appelle le Liquidity Support en anglais, et donc un mécanisme de garantie fourni par un établissement bancaire tiers qui va permettre d'avoir une sorte de tampon financier qui va faire que même si à certains moments le client n'est pas tout à fait en mesure de payer à temps, la garantie viendra compléter ce qui est nécessaire de compléter, puis ensuite se remboursera sur les flux qui reviennent en retard. Et c'est le fait de mettre en place ce mécanisme de tampon, en fait, est quelque chose d'extrêmement rassurant, d'extrêmement efficace, qui a été de nombreuses fois mis en place, et qui permet en réalité d'éviter les situations de défaut de paiement. Et puis, il peut arriver quand même des situations dans lesquelles le défaut devient inévitable, et à ce moment-là, les Open Solar Contracts, et le contrat de mise en œuvre en particulier, a choisi la solution, non pas de la garantie souveraine, qui est un des cas classiques, mais de ce qu'on appelle le PCOA, c'est-à-dire une Put and Call Option Agreement, un Put Option and Call Agreement, qui c'est-à-dire un contrat d'option d'achat et de vente, qui fait que en cas de survenance en fait de force majeure, enfin de risque politique, de force majeure gouvernementale et de défaut prolongé de l'acheteur, donc de risque commercial lié à l'acheteur, le gouvernement s'engage à acquérir le projet. Et en particulier, alors un prix qui est fixé par le contrat et qui peut être discuté, mais qui aura toujours comme caractéristique, dans ces cas-là, de garantir et de protéger en fait la dette. Et c'est lorsque la dette est protégée que le prêteur est sûr que quoi qu'il arrive, il sera payé. À ce moment-là, que les taux vont pouvoir baisser et donc le coût de l'électricité aussi. Et il y a un cercle vertueux à faire là-dedans. Simplement, ça implique de bien le gérer et ça, c'est la question des impacts. Je dois ici souligner le travail remarquable qu'a fait la LSF en 2020, enfin cette année, et donc qui est un ouvrage publié par la Banque africaine de développement sur les questions de dette souveraine et de comptabilisation de dette souveraine et de management de dette souveraine. Je vous renvoie à ce document extrêmement intéressant, on pourra en discuter
à part si vous voulez, mais qui donne une idée de la façon de mieux gérer en fait ces engagements pour mieux gérer la relation notamment avec le FMI et d'avoir un pilotage intelligent du risque, du contingent liability, du risque contingent qui résulte de l'ensemble de ces engagements. Voilà. Next slide, please. Alors ensuite, évidemment, le contrat d'achat d'électricité, c'est le contrat le plus connu, le fameux PPA, qui, dans les pratiques contractuelles, sont souvent extrêmement variables, d'ailleurs très souvent pas bancables, et pour plein de raisons, mais la première et la principale est souvent que le PPA veut gérer des tas d'autres choses que l'achat d'énergie, et alors que ce contrat doit être exclusivement dédié à la question de l'énergie. S'il y a des sujets d'autre nature qui doivent être traités, il vaut mieux les traiter dans l'Implementation Agreement, dans le contrat de mise en œuvre, plutôt que dans le contrat d'achat d'électricité. Next slide, please. Alors, quelle est dans les contrats d'achat d'électricité, la clause, l'une des deux clauses, celle qui pose le plus de difficultés, c'est la fameuse clause de take or pay. Nous sommes dans un monde de coûts fixes, nous sommes dans un monde où l'électricité produite est le résultat de l'exposition au soleil d'un équipement. Le soleil, évidemment, on sait ce qu'il va faire, à peu près, en tout cas statistiquement on le sait. Et puis, ce que va faire le matériel, on le sait aussi, puisque le matériel industriel qui a des caractéristiques techniques qui sont d'ailleurs garanties. Et donc, cette simple exposition au soleil va faire que, en fait, on connaît déjà la production d'électricité. Ce qu'on ne connaît pas, en revanche, c'est les besoins. Et donc là, il y a deux attitudes possibles. Soit l'acheteur s'engage à prendre tout ce qui est produit, à payer tout ce qui est produit, même s'il n'en a pas besoin. Et c'est souvent la position, alors ça c'est évidemment la préférence des IPP, et on va expliquer pourquoi. Dans beaucoup de situations, les gouvernements et les acheteurs, eux, ne veulent pas acheter l'électricité qu'ils ne consomment pas. Alors, comme ça paraît assez logique. Et pourtant, c'est contre-intuitif et une étude de cas va permettre de montrer à quel point en fait c'est contre-intuitif et qu'en réalité c'est une très mauvaise idée que de ne pas prendre la clause take or pay et lui préférer le take and pay, parce que le take and pay qui semble plus favorable au gouvernement à la fin en fait est extrêmement défavorable au gouvernement, et on va le voir. Next slide please. Pour cela, je vous propose de faire rapidement une petite étude de cas en comparant la situation de take or pay et la situation de take and pay, en prenant exactement les mêmes actifs, donc le même ensoleillement, la même puissance, le même ratio de performance et la même disponibilité technique. On arrive à une production théorique, en l'occurrence ici de 6,5 TWh sur 20 ans. Si on est dans un take or pay, évidemment, comme toute l'électricité sera payée, on n'a pas d'anticipation de coupure, on n'a pas d'anticipation de non-vente. Et donc, on peut mettre ces paramètres à zéro. Alors que si on est dans un take and pay et que celui qui va vendre l'électricité n'a en réalité pas beaucoup d'idées de ce qui va se passer sur les 20 ans en termes de coupure et en termes de vente, il va prendre des hypothèses dont on sait d'ores et déjà qu'elles sont très largement surévaluées par rapport à la réalité de ce qui va se passer. Et pourtant, par prudence, il ne peut pas faire autrement que de les surévaluer. Et donc, on va se retrouver dans une quantité d'électricité à vendre théorique qui va être amputée, en l'espèce, dans notre exemple, de 14,4%. Pour autant, donc avec moins d'électricité, on a moins d'électricité pour amortir les coûts. Or, les coûts, encore une fois, c'est la même machine, donc les mêmes CAPEX, les mêmes OPEX. En revanche, le coût du capital, à supposer que le capital soit d'accord pour prendre le risque de non-vente, s'il est d'accord pour prendre le risque de non-vente, il va y avoir une prime de risque commercial qui va être ajoutée au coût du capital, qu'on a estimé ici à 20% par exemple.
Ce qui fait que, donc, on a des coûts totaux à amortir qui sont en l'occurrence, 7,69% plus élevés dans un Take and Pay que dans un Take or Pay. Ce qui veut dire que quand on fait la division de la quantité d'électricité à vendre par le total des dépenses, le TOTEX, on se trouve dans une situation où dans un Take or Pay, on a un prix au mégawattheure de 40 dollars, ici par exemple, et avec exactement la même machine, on est à 25% de plus, donc à presque 50 dollars dans un Take and Pay, simplement par l'effet de la clause. Mais c'est même encore plus grave que ça en réalité, parce qu'il est probable, fort probable, qu'en réalité l'acheteur achète plus que ce qui a été anticipé comme étant son achat. Mettons 92% de la production au lieu de 86. Ce qui fait qu'en réalité, si on applique la quantité d'énergie qui va effectivement acheter par le prix qui a été payé, qui est le prix convenu, eh bien dans un cas, vous aurez 260 millions payés sur 20 ans, mais dans l'autre cas, pour 8% de moins d'électricité, vous payerez 15% de plus, presque 16% de plus, donc 301 millions. Et on le voit donc bien par le simple effet de la stipulation d'une clause Take and Pay, non seulement le coût au mégawattheure est plus cher, mais au final, la quantité d'argent payée pour la production réellement achetée sera très significativement plus chère. Donc, en réalité, le Take or Pay est une clause qui est favorable au gouvernement et à l'acheteur, même si c'est contre-intuitif. Il vaut mieux, dans le cadre d'une économie liée à la nature même du solaire, parce qu'on ne paye pas le carburant, il vaut mieux s'engager à tout prendre, quitte à ne pas consommer, plutôt que de ne payer que ce qu'on consomme, parce que ce qu'on consomme, ce qu'on va payer sera à ce moment-là beaucoup plus cher. Next slide, please. Et donc, on l'a vu avec la clause de Take and Pay, la clause de Take and Pay transforme un risque en certitude. Et c'est la même chose, en fait, pour la garantie de paiement. La garantie de paiement, qui est la deuxième grande clause du PPA, on est dans une situation où vous avez le choix, parce que comme il y a un risque lié au paiement, parce que même si le PPA prévoit un prix, il y a toujours un risque de paiement. Et donc, soit l'acheteur va fournir une garantie, donc une liquidity facility, qui est là aléatoire, et donc elle ne sera mise en œuvre que si jamais il y a un défaut de paiement ou un retard de paiement, plutôt un retard. Soit on pousse ce risque-là vers l'IPP, mais l'IPP, lui, dans ce cas-là, le financier, son financeur va dire, bah, écoutez, vous êtes obligé en fait de constituer financièrement le buffer, le tampon sinon que votre acheteur devrait vous donner par la garantie. Et comme on ne sait pas de combien ça va être, donc vous devez en fait d'ores et déjà financer ce qu'on appelle le Debt Service Reserve Account, un compte de réserve de service de la dette, qui va être financé et mis dans les comptes immédiatement et qui va servir de tampon. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, vous allez payer, le gouvernement va payer, et finalement, le client final va payer le prix de la garantie, comme si le défaut était arrivé, et en plus, il va être surdimensionné. Donc, encore une fois, contre-intuitif, placer le risque au niveau de l'acheteur, mais lui demander de mettre en place une liquidity facility, quitte d'ailleurs à ce qu'on travaille collectivement à la mettre en place, est toujours plus intéressant que de faire un compte de réserve. Next slide, please. Alors, on vient de voir les contrats B2G, donc Business to Government. Passons maintenant au contrat B2B, c'est-à-dire la façon dont l'IPP va s'organiser pour pouvoir acheter les équipements et les services qui sont nécessaires à la production d'électricité sur la durée du contrat d'achat d'électricité.
Et là, l'idée, elle est encore une fois fondamentalement liée à la nature essentiellement manufacturée et très simple des équipements dont on parle. Next slide, please. Alors, la première étape consiste à fournir l'équipement. Alors, les Open Solar Contracts ont pris un parti pris qui est celui de séparer la fourniture des équipements de son installation. Alors que le marché est souvent très habitué, les banquiers en particulier, sont souvent très habitués à ce qu'on appelle un EPC, Engineering, Procurement and Construction, et avec un interlocuteur unique, et on considère au titre des Open Solar Contracts que ce n'est pas nécessaire, et que c'est même contre-productif. En réalité, on parle ici d'un équipement photovoltaïque, celui qui coûte cher, hein, qui représente à peu près 90% du budget d'investissement initial, qui est une machine. C'est une machine, c'est un ensemble de composants industriels qui sont assemblés et installés dehors pour prendre le soleil, et le balance of plant, le reste du projet, et l'installation représente quelques pourcents à peine, une dizaine de pourcents environ. Si on fait un contrat unique, à ce moment-là, celui qui fournit l'équipement va devoir ensuite sous-traiter un certain nombre des actions, notamment celle de l'installation, et il va y avoir un empilement de marge entre celle du centre sous-traitant et puis celle du co-contractant principal. Dans le cadre de Open Solar Contracts, on a choisi de séparer les deux et donc de réduire l'empilement de marge, de faire en sorte, avec une très bonne allocation des responsabilités entre les deux contrats, de faire en sorte qu'il soit très clair que l'ingénierie, l'ingénierie et la fourniture des équipements, c'est-à-dire le dimensionnement des équipements, le choix des équipements et la fourniture des équipements appartiennent à un fournisseur, et que de l'autre côté, un installateur ait juste pour mission d'installer l'équipement en question, et puis éventuellement le solde du parc solaire, qui généralement consiste essentiellement en des clôtures et des voiries. Voilà. Donc ici, le contrat de fourniture, c'est un contrat extrêmement simple. Il s'agit de fournir un équipement fabriqué. Donc j'en ai déjà assez rapidement parlé. Il n'y a pas énormément de choses importantes à dire sur ce contrat, si ce n'est que un point qui va résonner en fait dans la suite logique, c'est que les éléments importants d'un système de production d'électricité sont le ratio de performance et la disponibilité technique. Le ratio de performance, il est intrinsèquement lié à la machine, il est intrinsèquement lié aux produits qui sont fournis, et donc il est très important dans le contrat de fourniture de s'assurer en fait du ratio de la puissance qui est fournie, de la capacité, bien sûr, et surtout du ratio de performance. Et ça sera l'un des principaux éléments du contrat de fourniture. Next slide, please. Encore une fois, nous sommes en présence d'équipements qui sont essentiellement manufacturés, et donc ça veut dire qu'il y a du contrôle qualité industriel à mener, à la fois dans la ligne de production des équipements, en sortie de ligne de production des équipements, à l'arrivée du transport également, pour s'assurer que l'équipement qui arrive et qui va être remis à l'installateur est non seulement celui qui était prévu, mais celui qui a été transporté dans de bonnes conditions. Next slide, please. Le contrat d'installation, une fois qu'on a l'équipement livré, le but du jeu de l'installateur, en réalité, c'est de l'installer, de le brancher, plug and play, comme on dit en anglais. Et là, l'important, encore une fois, est de bien faire en sorte que les rôles de l'installateur soient très clairement exprimés.
Il ne peut pas, en tant qu'installateur des équipements, il ne peut garantir qu'une seule chose, le fait de l'installer correctement, dans les délais prévus évidemment. Donc la question de la clause de délai sera importante, mais surtout il doit installer sans abîmer la machine, mais il ne va pas garantir autre chose que ça. Il ne peut pas garantir autre chose que ça. Lui demander autre chose que ça reviendrait, notamment le ratio de performance, reviendrait à faire peser sur lui une responsabilité qui n'est pas la sienne et donc d'alourdir le coût de la facture, alors que de l'autre côté, vous avez un acteur qui est lui fondamentalement responsable de ce ratio de performance, c'est le fournisseur de l'équipement. Next slide, please. Et voilà, ça, ici simplement pour rappeler qu'un parc solaire, ce n'est pas une centrale nucléaire, qu'installer un parc solaire est quelque chose de relativement simple, d'où l'illustration d'une notice de montage d'un meuble Ikea, parce qu'effectivement c'est relativement simple et qu'il faut bénéficier au plus de cette simplicité en n'ajoutant pas des obligations qui ne relèveraient pas du champ d'application du rôle de l'installateur et la simplicité qui va avec. Next slide, please. Ensuite, l'opération et maintenance, ou l'opération et entretien, ou exploitation maintenance. Il s'agit, et c'est finalement une des fonctions les plus importantes du contrat, il s'agit de s'assurer qu'un co-contractant qui s'appelle l'exploiteur mainteneur, OEM contractor, va faire le nécessaire pour exploiter correctement et maintenir correctement l'actif pendant toute la durée. Son rôle est essentiel puisqu'il va avoir en charge, il va avoir la responsabilité du deuxième plus gros critère en termes d'importance de performance, qui est la disponibilité technique. La disponibilité technique, c'est un KPI, enfin un indicateur très simple, qui consiste à mesurer le temps au cours duquel l'actif fonctionne par rapport au temps où il aurait pu fonctionner. Et évidemment, il faut que ce temps soit le plus important possible, et ça va dépendre en fait de ce co-contractant-là. Next slide, please. Alors, un des grands sujets contractuels est précisément celui encore une fois, de l'allocation de la responsabilité. Et très souvent, les acteurs cherchent à mettre à la charge de l'exploitant une obligation en termes de ratio de performance. Là aussi, c'est encore une fois une mauvaise idée, parce que dans le ratio de performance, la seule chose qui est réellement importante, dans le contrat d'exploitation, la seule chose qui est véritablement importante, c'est la disponibilité technique. À l'exception en fait du nettoyage des panneaux qui va avoir une incidence sur la mesure du ratio de performance, en réalité le ratio de performance est une caractéristique intrinsèque de la machine sur laquelle l'exploitant n'a aucune influence. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est extrêmement différent d'un actif de production d'énergie conventionnel. Et donc, les Open Solar Contracts ont choisi tout à fait clairement de ne pas mettre à la charge de l'exploitant, le ratio de performance, simplement de mettre à sa charge l'obligation de mesurer le ratio de performance, puisque la mesure de ratio de performance va permettre éventuellement de mettre en œuvre les garanties qui sont fournies par les fournisseurs d'équipements, pour que les contrats soient changés. Deuxième élément aussi important à retenir sur le contrat d'exploitation-maintenance, c'est que c'est un contrat standalone, c'est-à-dire que contrairement à certaines habitudes dans le monde conventionnel où l'exploitant est celui qui a construit,
C'est pas le cas ici. Toutes les solutions en fait sont possibles. C'est un contrat qui peut être conclu soit par le constructeur, le fournisseur, l'installateur, soit par un tiers. Et d'ailleurs, il peut être un contrat de courte durée ou un contrat de longue durée. Et là, c'est quelque chose qui est véritablement ouvert en fonction des besoins et de la situation particulière. Dans les pays qui développent fortement leur parc installé, il est probable qu'il soit préférable de partir sur des formules plus courtes, puisque la densification du parc va permettre une amélioration de l'offre de services et une réduction des coûts, et qu'il sera intéressant à ce moment-là de faire quelque chose. De faire quelque chose qui soit plus flexible, alors que si le nombre d'actifs reste relativement limité, voilà, les contrats à plus long terme donnent une plus grande visibilité. Voilà, next slide. Donc, pour terminer sur la suite contractuelle, eh bien, parlons maintenant du financement. Alors, l'industrie du financement elle est déjà en fait très fortement intégrée, standardisée, et notamment les financements structurés, les financements de projets sont régis par les clauses dites LMA. Et donc, on n'a pas voulu ici réinventer la roue. Ce qu'on a voulu faire, en revanche, next slide. Ce qu'on a voulu faire, c'est d'avoir une term sheet qui soit standardisée et qui soit adaptée en fait et qui reprenne l'ensemble des éléments qui ont été travaillés dans les autres contrats pour en refléter le plus fidèlement possible toute la valeur vis-à-vis du prêteur. Et donc, cette term sheet est extrêmement précise et détaillée. Elle est vraiment de très très bonne qualité et aux standards internationaux comme les autres, même s'il ne s'agit que d'une term sheet, et sera parfaitement bien comprise par l'ensemble des acteurs du monde financier. Alors, il y a deux remarques à faire en particulier sur cette term sheet. La première, c'est que c'est relatif aux sanctions. Alors, on parle ici de sanctions internationales type embargo, boycott, liées à des activités au terrorisme, politique, etc. Alors, après un très très long débat, on a choisi de ne pas intégrer de clauses relatives aux sanctions, même si c'est souvent une demande très forte des prêteurs, compte tenu du contexte géopolitique international et de l'extrême volatilité de celui-ci, et parfois du caractère un peu arbitraire d'un certain nombre de décisions qui sont prises par certains. Ça reste une question ouverte et c'est un des points je pense, de négociation les plus importants qu'il y aura à avoir entre les prêteurs et les autres parties prenantes, en particulier les gouvernements. Et c'est là où le partenariat, en fait, dont on parlait au début à propos de l'accord de mise en œuvre, le partenariat entre le développeur l'IPP et le gouvernement sera essentiel. Deuxième point, la clause dite EPR, EPR c'est Equivalent Project Relief, c'est une clause qui vient du droit anglais, qui est extrêmement courante, si ce n'est obligatoire, dans le cadre des contrats de partenariat public-privé britannique, et qu'on retrouve vraiment dans beaucoup d'autres situations, et qui sont en fait des contrats qui ne sont pas dans la documentation financière, mais dans la documentation avec fournisseurs et installateurs, et même d'ailleurs exploitants, donc les contrats B2B, et par lesquels en fait les co-contractants renoncent à agir contre la société de projet, contre l'IPP, au-delà de ce que l'IPP lui-même peut agir contre le gouvernement ou l'acheteur.
Alors, l'objectif de cette clause est financier, il est d'éviter que, avec un écart entre les deux, la société de projet se retrouve en faillite. Simplement, dans le cadre d'un projet solaire, qui est un projet beaucoup plus simple qu'un PPP en l'occurrence, ces risques-là, en fait, sont relativement bien déjà cadrés par le fait qu'on a des contrats à prix fixe avec les co-contractants et que l'implementation agreement lui-même prévoit un certain nombre de mécanismes. Donc, on n'a pas estimé utile de le faire et d'intégrer ces clauses. Là aussi, parfois, il est possible que ce soit demandé, exigé. Il faut les négocier. Voilà. Next slide, please. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est vous faire une démonstration en fait de ces contrats, mais pour des raisons techniques, en fait, il n'est pas possible de naviguer sur le site. Next slide. Et donc, on vous invite à visiter le lien opensolarcontracts.org, #contracts, où vous avez accès directement en fait à l'ensemble des contrats. Alors, ces contrats, encore une fois, comme je l'ai dit au début, ils sont intégrés et ils fonctionnent tous ensemble. Et donc, il est vraiment préférable de les utiliser tous ensemble parce qu'ils se répondent. Et ils allouent ensemble les risques à l'ensemble des parties, ce qu'on ne peut pas faire dans un seul contrat. Alors, il est évidemment possible de le faire, de les prendre un par un, de les utiliser individuellement, mais c'est quand même quelque chose que l'on déconseille. La deuxième chose, c'est qu'ils ont, comme ils sont intégrés, ils ont tous la même structure, c'est-à-dire qu'ils ont tous en fait les mêmes définitions, et quand toutes les définitions sur les 6 contrats sont complètement coordonnées, ce sont les mêmes. Ils ont tous ce qu'on appelle le KIT, le KIT, le Key Information Table, qui sont en fait le tableau des conditions particulières, où les clauses variables, les choix, les options que le contrat prévoit, qui sont en fait le cœur de ce que doit être négocié, eh bien, le tableau peut permettre très facilement à la fois de les décider, de les retranscrire et surtout ensuite de les auditer puisqu'ils sont tous regroupés dans quelques pages. Ensuite, vous avez les conditions générales qui, elles, ont vocation de ne pas bouger. Vous avez des notes en particulier qui expliquent comment les options doivent fonctionner et comment justement gérer des options plutôt que de modifier les conditions générales, parce que le fait d'avoir des conditions générales qui ne bougent pas est précisément l'un des gros avantages en termes de facilité de transaction. Et puis vous avez ensuite des annexes dans lesquelles vous pouvez mettre toutes les particularités liées au projet lui-même, notamment la description des équipements qui vont être installés, par exemple. Alors, tous ces contrats sont téléchargeables gratuitement en version PDF et en version Word. C'est disponible maintenant. Et si, comme Jeff l'a dit au début, vous avez des questions sur ces contrats, vous êtes invité à poser ces questions à l'adresse opensolarcontracts@irena.org. Voilà. Que retenir de tout ça? Eh bien, je pense qu'on a réalisé avec les Open Solar Contracts un énorme travail en fait de simplification, d'harmonisation, d'intégration de bonnes pratiques, d'amélioration même de ces pratiques par de l'innovation intelligente qui va permettre de réduire le coût de l'électricité solaire partout dans le monde. Pour répondre à une question qui est très souvent posée, ces contrats sont designés de telle sorte qu'ils sont utilisables modulo quelques spécifications dans les conditions particulières, que ce soit aussi bien en droit de common law qu'en droit continental, en particulier en droit français ou en droit OHADA. Ce sont des contrats qui sont réellement innovants, réellement efficaces, encore une fois, qui sont une suite intégrée. Next slide, please.
et évidemment qui doivent être utilisés le plus largement possible. Et c'est la raison pour laquelle l'IRENA a décidé de traduire ces contrats, l'accord de mise en œuvre et le contrat d'achat d'électricité, donc le Implementation Agreement et le PPA, en français, ce que Scale et moi-même ferons dans les prochaines semaines. Voilà, qui permettra au gouvernement de ces pays et des pays francophones d'utiliser, d'avoir une base commune avec laquelle travailler. Alors, justement, sur le côté collectif de la chose, souvent, les effets d'échelle sont importants, et plus on est nombreux à acheter la même chose, plus meilleurs sont les termes et les conditions que l'on peut obtenir. Et le fait de partager collectivement des bonnes pratiques et les bonnes pratiques liées aux Open Solar Contracts est réellement une opportunité pour développer des pratiques d'achat collectif d'électricité, faire des appels d'offres en commun et travailler sur une base qui permet plus large, qui permet de donner encore plus de pouvoir à la demande dans un marché en fort développement, et donc de faire baisser les prix. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, que les Open Solar Contracts ont attiré votre attention et votre curiosité, et on sera ravis de former ensuite vos équipes et vous-même, si vous le souhaitez, au détail de ces contrats, comment les négocier, comment les lire, comment les comprendre et comment en tirer le meilleur parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pascal. J'aimerais remercier chaleureusement à la fois, bien sûr, Monsieur Jean-Pascal Famba, je le rappelle, cofondateur et directeur de l'ONG Scale, pour cette excellente présentation aujourd'hui qui, vous l'avez compris, n'est que le commencement d'une suite de formations qui va être à venir. Et puis, Monsieur Jeff Vincent de l'IRENA pour sa présentation et cette introduction à la fois de l'IRENA et des Open Solar Contracts. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre participation active. Donc, je voulais maintenant vous donner la possibilité justement de poser des questions en live. Donc, on en a deux déjà. Jean-Pascal, si tu veux y répondre. La première que je vois par écrit, c'est: est-ce que dans le contrat d'achat de l'électricité, l'acheteur met en place une garantie de paiement? Aucun, il ne paraît pas le producteur. Je ne suis pas sûre de comprendre. Au cas où il ne paierait pas le producteur. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle la garantie ou la liquidity facility. C'est une garantie de paiement, mais c'est une garantie de paiement qui est conçue comme étant une garantie, ce qu'on appelle revolving, c'est-à-dire en fait, par exemple, prévoir une garantie avec une banque, qui de dire on prend une garantie de l'ordre de 1 an ou 2 ans de chiffre d'affaires du contrat d'achat, et chaque fois qu'il y a un retard de paiement, en fait, la garantie prend le relais de l'acheteur d'électricité, mais l'acheteur d'électricité va devoir rembourser en fait au fil de l'eau la garantie et reconstituer le volume de garantie. Ce n'est que si jamais ce volume de garantie est dépassé et qu'elle n'est pas reconstituée, qu'on va arriver dans des situations de défaut permanent, et à ce moment-là, c'est le deuxième volet qui se met en œuvre, c'est-à-dire en fait la mise en œuvre de la clause de rachat du projet par le gouvernement, puisque le risque économique et le risque commercial en particulier est advenu. Mais la probabilité qu'il arrive avec ce type de garantie mise en place au niveau du contrat d'achat d'électricité est extrêmement diminuée en fait. Et le but du jeu, évidemment, c'est de faire en sorte que les États, que les gouvernements ensemble, avec des banques, avec des partenaires financiers, avec l'IRENA, l'ISA,
sur la création en fait de cette garantie d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a plein de possibilités différentes. Jeff est un grand spécialiste de la question d'ailleurs, voilà, c'est un élément essentiel du dispositif. Oui. Excellent. Et du coup, la deuxième question que j'ai ici porte sur le contrat d'approvisionnement. Insérer des contrôles qualité sérieux au-delà du respect souvent virtuel des normes en vigueur est-il une source de réduction des coûts intéressante de nature à rassurer les financeurs? Alors, évidemment, et c'est extrêmement important de le faire. Parce qu'en réalité, les financeurs, le travail du financeur, c'est d'essayer de, ce qu'on a fait dans l'étude de cas, hein, d'essayer d'estimer quelle va être la quantité d'électricité produite. Et la quantité d'électricité produite, elle va dépendre en particulier de trois facteurs: la capacité de la machine, son ratio de performance et sa disponibilité technique. Pour le contrat de fourniture va gérer les deux premiers, c'est-à-dire la capacité, la quantité, et donc il est très important d'avoir des contrôles qualité sur la puissance de chacun des équipements, ce qui s'appelle des flash tests, et ça, les procédures de flash test doivent être extrêmement précises et extrêmement sérieuses au niveau du processus de fabrication, du processus d'expédition également. Et puis évidemment, la question du ratio de performance, il y a à l'intérieur de ça, je ne vais pas rentrer dans les détails là parce que ce serait trop technique, mais il y a également un certain nombre de facteurs à prendre en compte, notamment les facteurs de dégradation et les garanties qui vont avec. Et donc, il y a un contrôle qualité physique, mais il y a aussi un point qui est très important, c'est celui des garanties financières, enfin des garanties matérielles qui sont données par les fournisseurs. Et ce qui va amener à une autre question, qui est celle de la qualité de la signature du garant, du fournisseur. Et c'est là que souvent se posent de grands problèmes, c'est quand on veut faire du local content, du contenu local, hein, puisque souvent les acteurs locaux qui sont capables de produire des équipements qui ne sont pas forcément extrêmement compliqués, quoique ça devient de plus en plus compliqué, sont capables de le faire, peuvent acheter des machines auprès des mêmes fournisseurs pour fabriquer la même chose. En revanche, la qualité de leur signature n'est pas suffisante pour pouvoir être, entre guillemets, bancable. Et donc, il y a non seulement de la qualité intrinsèque de ce qui est fait, mais aussi la qualité de la signature de la garantie qui est donnée sur ces équipements, qui est importante. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, bien sûr, à nous poser d'autres questions si vous en avez, du coup, par écrit cette fois-ci. Il y a une autre question, là, apparemment. Excusez-moi. Dans le contrat d'achat, lorsque l'acheteur n'est pas en mesure de prendre l'électricité, est-ce que le producteur est quand même obligé de payer, j'imagine? Sur quelle base? Alors, c'est une très bonne question. C'est la clause qu'on appelle la question de la deemed energy. Et donc, il y a d'une part une estimation contradictoire de la quantité d'énergie qui aurait pu être vendue. Et ça se fait aujourd'hui relativement bien parce qu'on a une bonne connaissance en fait et de la machine et de l'ensoleillement avec évidemment des historiques. Alors c'est sûr que quand ça intervient au tout début du processus, on a moins d'historique, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça se gère. Et la deuxième chose, le deuxième paramètre, c'est le prix. Et le prix, il est contractuellement fixé. Encore une fois, comme on l'a démontré dans le case study, le prix de la deemed energy est très significativement inférieur au prix de l'énergie qu'on ne paye pas. Voilà. Super, merci. Donc cette fois-ci, nous allons conclure ce webinaire. Merci à tous du coup d'avoir participé. Sachez que l'enregistrement et la présentation seront disponibles du coup très prochainement sur le site de l'Alliance solaire internationale. Vous avez l'adresse qui est affichée sur votre écran. Et je vous donne rendez-vous très prochainement, probablement
mi-octobre pour une série de webinaires et de formations sur les enjeux en matière d'énergie solaire sur la zone Pacifique spécifiquement, qui sera développée avec le Centre d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables du Pacifique, PECRE, et l'Institut national de l'énergie solaire français. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et merci encore pour votre participation. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Bonne journée, au revoir.